Hello et bienvenue à tous dans ce 51e numéro du Rétro. Vous avez été nombreux à me dire avoir adoré la nouvelle version de ce format, voilà qui fait bien plaisir à entendre. Je remercie tous ceux qui ont soutenu la chaîne et qui me permettent de continuer cette grande aventure. Si vous appréciez aussi les NBA Stories et que vous souhaitez apporter votre pierre à l'édifice, sachez que vous pouvez désormais offrir un tip directement depuis YouTube, en cliquant sur le cœur sous cette vidéo. Même le plus minime soutien est grandement apprécié. C'est rookierepublic.fr qui vous propose cet épisode. Que vous soyez amateur de maillots NBA ou tout simplement à la recherche de pièces rétro, vous trouverez votre bonheur parmi les centaines de références proposées par rookierepublic.fr. Leur équipe est toujours aux petits soins pour proposer une expérience optimale. Alors n'hésitez pas à vous faire plaisir sur leur boutique en utilisant le code promo LNS51 pour profiter de 10% de réduction. Pour finir, je remercie Yann Casville pour sa participation à cet épisode. Je ne peux que vous conseiller de vous procurer son livre 2001, l'Odyssée d'Allen Iverson. La saison 2001 de l'iconique joueur des Sixers est passionnante, et vous aurez bien du mal à arrêter de tourner les pages de ce livre fourni en recherche. Allez, sans plus attendre, c'est parti. Julius has his ring. Moses Malone did what Philadelphia wanted him to do. The champions of the NBA. 3 finals in 4 years. They told their fans they owed them one. And now they had finally delivered. Philadelphie, 1983. C'était fait. 16 ans après leur dernier titre, les Sixers de Dr. J et Moses Malone étaient enfin parvenus à retrouver l'Olympe de la NBA. D'habitude, les équipes championnes sont évidemment celles qui obtiennent les pires choix de draft. Mais l'équipe de Philadelphie fut au contraire bénie, un an après son sacre, en obtenant le 5e pick de la part des mauvais Clippers. Nous sommes en 1984, théâtre de l'une, sinon la, plus grande draft de tous les temps. Tandis que Portland se troua totalement en manquant Michael Jordan pour Sam Bowie, Philadelphie misa sur le bon cheval avec Charles Barkley. Lorsque l'on pense à Charles Barkley aux Sixers, on pense à des dunks monstres, une irrévérence certaine, mais pas vraiment à des titres. Car oui, malgré tout le talent de leur ailier fort, Philadelphie avait eu du mal à l'entourer efficacement. De 1986 à 1991, l'équipe ne fit jamais mieux qu'un second tour des playoffs. L'année suivante fut encore pire, car les Sixers manquèrent tout simplement la post-saison. Pour aggraver le tout, la franchise fut embourbée dans un chaos médiatique autour de Charles Barkley, accusé d'avoir craché sur une petite fille. Pour gagner, c'est plutôt du côté de Phoenix que Charles Barkley s'envola, laissant sa franchise orpheline d'une tête d'affiche. Comme attendu, Philadelphie s'écroula au classement sans plus attendre. Puisque gagner un titre n'était désormais plus d'actualité, c'était à travers la draft que l'équipe devait se reconstruire. Malheureusement, les Sixers se montrèrent assez mauvais à ce petit jeu. En 1993, ils choisirent le bon gros géant Shawn Bradley, en seconde position. Ce dernier passa 3 années rongées par des blessures en Pennsylvanie avant de s'en aller par la petite porte. L'année suivante, c'est Sharon Wright que Philadelphie sélectionna en 6e place, un échec total. En 1995, l'équipe manqua Rasheed Wallace et Kevin Garnett pour mettre la main sur Jerry Stackhouse. Si ce dernier fut tout à fait correct, l'équipe de Philadelphie termina ni plus ni moins qu'à la dernière place de la conférence Est. Bref, en ce milieu des 90s, les Sixers étaient sonnés. C'est une franchise qui est dans les bas-fonds de la conférence Est, qui sort d'une année catastrophique. C'est une franchise qui enchaîne les entraîneurs, qui enchaîne les présidents aussi, les managers. Donc c'est au-delà d'une équipe qui marche pas bien, parce que ça tous les ans il y a des équipes qui fonctionnent pas sur le terrain. Là c'est effectivement une franchise qui fonctionne pas bien. Alors rebelote, direction la draft, cette fois-ci celle de 1996. Marcus Camby, Sharif Abdul-Rahim, Stephen Marbury, Ray Allen. Cette draft était très fournie en talent. Peu se doutait alors que d'autres futurs Hall of Famers se cachaient bien plus bas, en les personnes de Kobe Bryant et de Steve Nash. Comme en 1984, les Sixers étaient en pole position dans le cadre d'une cuvée d'exception. Mais en 1996, l'équipe de Philadelphie, dirigée par Pat Crouch, avait tout simplement la primeur de choisir en ouverture de cérémonie. Dans l'esprit des Sixers, aucun doute, leur Messi portait le nom d'Allen Iverson. Associate a lack of quickness. Oh my goodness. The lane for Lopez.
inside the big fella. There's nobody even 8 feet away from the basket. They spread it out. Iverson là-dedans, avant même de penser au fait est-ce qu'il va être si fort que ça, la franchise se dit on a une opportunité de ramener de l'excitation, de ramener du positif, de ramener de l'espoir autour de cette franchise qui n'en a plus et qui est un peu non pas la honte de la ville, mais en qui plus grand monde ne croit. And tonight, you've arrived at a place where childhood dreams will come true. It is the 1996 NBA Draft. Well, it's not just in Philadelphia that they think Allen Iverson will be the #1 pick. It's pretty well conceded everywhere. First of all, the question to you, Allen, should you be the #1 pick? I think so. I don't think any player in the draft should feel that he shouldn't be the #1 pick. Le président de la franchise, Pat Poche, lui, c'est un énorme fan d'Iverson. Il veut Iverson, notamment pour ce côté spectaculaire. Tout le monde est d'accord sur le fait qu'il va être fort, mais lui, en plus, il se dit « j'ai un joueur qui va remplir ma salle ». Donc, c'est quand même le choix numéro 1. Et puis, on va voir, c'est la presse de Philadelphie qui relate ça, qu'au fil des mois, plus la draft se rapproche, au fil des semaines surtout, le nom d'Iverson devient favori, grand favori, immense favori, puis c'est une évidence. Well, you can put all those rumors to rest. The president of the 76ers, Pat Croce, told me a short time ago they will keep the #1 pick, and that clears the way for Allen Iverson to become a 76er. When I won that lottery, I think I went ballistic because I knew Allen Iverson was our pick. With the first pick in the 1996 NBA Draft, the Philadelphia 76ers select Allen Iverson from Georgetown University. All I want to do is win, and that whole staff and the organization, they just want to win. Blistering. Iverson on the run. Look at the speed. Iverson has Jordan. The crowd is into it. Allen shakes free. Gets two! Sixers down 9 under 5 to play in the quarter. Je pense que la première, elle est très importante, la saison rookie, parce qu'il montre tout de suite que niveau scoring, il peut scorer absolument quand il veut. Il a cette série en fin de saison où il enchaîne les matchs à plus de 40 points, mais c'est représentatif de ce qu'est Philadelphie à l'époque, c'est que lui, il enchaîne les matchs à 40 points, mais c'est que des défaites. Comme avec Charles Barkley, Philadelphie avait misé sur un leveur de foule en la personne d'Allen Iverson. Faire le show, c'est bien, mais gagner, c'est mieux. À ce niveau, les Sixers déchantèrent totalement en finissant avant-dernier lors des 2 premières saisons d'Iverson. En 1997, l'équipe décida de changer de chef d'orchestre pour jouer la symphonie Iverson. C'est alors qu'apparut Larry Brown. Just hope I'll be around for a long time. Would really like to find a permanent place. I know the right way to play, and I'm not afraid to tell the players to do that. Et un jeu d'équilibriste entre Iverson et Larry Brown pour essayer de trouver un terrain d'entente, un accord entre un coach très rigoureux et un joueur complètement libre sur le terrain, libre en dehors du terrain. C'est une construction, c'est une progression, mais on ne peut pas dire pour autant que cette montée en puissance, elle fasse vraiment peur au reste de la ligue. Routard du coaching, Larry Brown en était déjà à sa 6e équipe lors de son arrivée à Philadelphie. Cette fois-ci, le tacticien espérait enfin trouver sa maison dans la grande ligue. Entraîneur à l'ancienne, Brown tomba pourtant sur un écueil de poids en l'enfant terrible Allen Iverson. Cut my hair, get clean cut, just being fake. I never do that because I'll be lying to myself. Tresses, bijoux bling bling, tatouages. Allen Iverson devint une icône populaire, parfaite jonction entre la NBA et le gangsta rap. Encore une fois, comme avec Barkley, les Sixers étaient tombés sur un joueur incontrôlable et loin d'être toujours professionnel. Everybody talking about my relationship with Allen Iverson. I wonder what your relationship would be with any employee that you might have who doesn't choose to come to work. Late for practice, but believe me, the times that I heard, the stuff, I mean. You want to be the captain of this team. You've just come out with this rap CD that has offended women. If you're a hardcore hip-hop fan, then this album is for you. If you don't care about hardcore gangster rap, just don't buy it. Nous sommes en 2000 et Allen Iverson est embourbé dans une nouvelle polémique autour de son album de rap considéré comme sexiste. Après des pressions du commissionneur David Stern, le disque ne fut finalement jamais commercialisé. Les Sixers avaient retrouvé les playoffs, mais sans jamais y briller. Presque 5 ans après la draft d'Iverson, Philadelphie était tout près de s'avouer vaincu en transférant sa vedette.
All summer long, I didn't know. I woke up scared every morning, not knowing that if I was at another team or not. Larry Brown d'alors s'exprimer. J'ai entraîné des grands noms comme Reggie Miller, Billy Cunningham, Danny Sell ou David Thompson, mais je n'ai jamais eu de défi comme Iverson. Nous ne pouvons tout simplement pas coexister. Alors c'était bon, la page Allen Iverson se devait d'être tournée. Fatigués de l'ambiance délétère dans le vestiaire, les Sixers concluèrent un accord avec Détroit pour envoyer leur star. Mais c'est alors qu'un incroyable retournement de situation se produisit, lorsque l'obscur Matt Geiger, inclus dans le deal, fit valoir son veto et donc capoter tout le transfert. Dégoûté, Larry Brown devait donc encore faire une saison avec le feu follet Iverson. Personne ne se doutait alors que la magie allait prendre forme. Defensive play by Iverson, giving up more than half a foot to Russell. Now he's got Stockton, he breaks his ankle. The Sixers have pressed 24. Iverson behind his back, yes! Avec 31 points de moyenne, Allen Iverson fut absolument brillant lors de la saison 2000-2001 qui le vit remporter le titre de MVP. Surtout, l'arrière avait désormais travaillé sur lui-même pour jouer davantage en équipe. Le résultat fut plus que payant, car les Sixers finirent premiers de leur conférence. Tout près du divorce quelques mois auparavant, le duo Iverson-Brown était désormais plus noué que jamais. This is a tribute to Coach Brown, my teammates. L'équipe 2001 des Sixers est unique dans l'histoire, car elle est la seule qui compte un MVP en Allen Iverson, un défenseur de l'année en Dikembe Mutombo, un 6e homme de l'année en Aaron McKie et un coach de l'année en Larry Brown. Mais mis à part Dikembe Mutombo, en fin de carrière, l'équipe ne contenait aucun nom marquant aux côtés des High. Simplement une armée d'affamés prêts à mourir sur le terrain. À défaut d'avoir un super talent, c'est la philosophie de Larry Brown, c'est de recruter une équipe qui lui correspond, c'est-à-dire des cols bleus, des mecs qui vont tout miser sur le collectif et des joueurs aussi qui vont accepter de jouer avec Iverson, qui vont accepter que leur leader puisse prendre 40 tirs par match, même si parfois c'est des tirs forcés, même si c'est des tirs à 1 contre 5. Les 4 joueurs autour de lui sont d'accord. Ils se disent « Ok, nous, on fonctionne comme ça, on défend tous ensemble et en attaque, on le laisse un peu faire. » C'est caricatural, mais quand on revoit les matchs, on voit quand même que c'est un peu parfois Iverson pour le reste du monde. À l'approche des playoffs, la planète du basketball se demandait alors qui allait pouvoir s'extirper de l'Est pour défier le Goliath des Los Angeles Lakers de Shaquille O'Neal. Parce qu'on parle du Orlando Magic, parce qu'on commence à parler de Toronto avec Vince Carter, parce qu'on commence à parler de Milwaukee, parce que Philadelphie commence à progresser, parce que Boston aussi, parce qu'Indiana qui est vieillissant mais qui a beaucoup de talent. Donc c'est très dilué, c'est pas mal d'équipes qui visent les playoffs et on a du mal à définir un favori du côté de l'Est pour atteindre la finale. Alors que du côté de l'Ouest, certes il y a de la concurrence, mais il y a un favori évident qui est le champion en titre. Los Angeles, Kobe, Shaq. Direction des playoffs 2001, haut en intensité. Après avoir facilement défait Indiana, Iverson devait se confronter à une autre tête d'affiche spectaculaire, Vince Carter. Tandis qu'Iverson était le bad boy, Carter était au contraire une icône grand public, comme la NBA les adore. Et sur le terrain, eh bien ce fut magnifique. Les deux joueurs se rendirent coup pour coup. Quand Allen Iverson inscrivit 54 points au match 2, Vince Carter en inscrivit 50 au match 3. Cette série se dirigea vers un match 7 où Iverson fut plutôt en dedans. Comme un symbole, l'équipe se porta à sa rescousse pour mener d'1 point jusqu'à la dernière seconde. Vince Carter manqua le tir de la gagne. Les Sixers étaient en finale de conférence. Don't get no better than this, you know, in the locker room, outside the locker room, we always a team, we always look out for each other. 46 points au match 6 face à Milwaukee, puis 44 points 2 jours plus tard, Allen Iverson détruisit la concurrence pour parvenir à son rêve, jouer les finales NBA. In spite of what Phil Jackson may think, Shaq would be no more valuable to this team, you know, than this little kid. And he has to overcome so much. I think statements like that in defense of his player, who I think is phenomenal, really tick me off. But when you win all those championships, you can say what the hell you want, I guess. You got so many basketball experts.
The only guys that know is the guys on the floor. Il y a plein de réactions à l'époque, avant même le début de la finale, où beaucoup de journalistes, mais aussi des entraîneurs, je pense, des témoignages anonymes parce que les gens n'assument pas leurs propos, disent qu'il n'y aura pas de finale, que c'est plié, qu'il y aura 4-0, que les Lakers qui ont écrasé toute la conférence Ouest, ils ont écrasé San Antonio notamment, avec Duncan et Robinson, 4-0. Tout le monde pense que les Lakers vont infliger un 4-0 à Philadelphie, qui arrive en plus fatigué après des séries qui ont été 4-3 contre Toronto, 4-3 contre Milwaukee. Beaucoup de joueurs des Sixers qui sont blessés. Eric Snow, il a une cheville en moins. Iverson, il est cassé de partout. Aaron McKie est blessé aussi. George Lynch est blessé. Enfin, il y a des blessures partout. Et en face, on a un effectif des Lakers qui a eu 10 jours environ de repos avant le Game 1, qui est au top de sa forme. 6 juin 2001, les Sixers affrontèrent en finale le mastodonte des Lakers de Shaq, Kobe et Phil Jackson. C'était écrit, les Californiens n'allaient faire qu'une bouchée de Philadelphie. Mais Allen Iverson en avait décidé autrement. Ce match 1 allait être son plus grand récital. C'est le chef-d'œuvre d'Iverson. C'est ce qu'il définit, c'est ce qui définit toute cette saison, finalement, cette saison 2000-2001. You don't want to give Iverson layups. Iverson down a two. Iverson. Oh, what a spectacular finish. Here's Iverson, il est déjà à 30, je crois, à la mi-temps. Et en deuxième mi-temps, il y a Tyronn Lue qui vient se coller à lui, à la limite de la faute. Ward qui fait très souvent faute, mais peu importe, c'est le jeu, c'est les playoffs. Et Iverson n'arrive plus à marquer. Et les Lakers passent devant et Shaq fait une entreprise de démolition qui est énorme, alors qu'en face, c'est quand même Dikembe Mutombo qui est le meilleur défenseur de la NBA, mais qui ne peut rien faire face à Shaq, sa technique, ses 140 kg. Il est inarrêtable. Il s'est passé quelque chose avec Allen Iverson et il va le prendre finalement, il va prendre le match à son compte. Et les Sixers aussi vont lui dire, vas-y, c'est à toi de gagner ce match-là. Et c'est ce qui se passe en prolongation. Ils lui disent, vas-y, il dégage le terrain pour lui, alors qu'il est en difficulté, alors qu'il a quasiment pas eu d'occasion de tir sur la deuxième mi-temps et le début de la prolongation. Mais ils continuent de lui faire confiance parce que leur équipe, elle est construite comme ça. Elle est construite pour que ce soit leur leader qui prenne ses responsabilités à la fin. Iverson from way downtown, numbered by Lue. Iverson in the water. The Sixers by 4. L'action sur Tyronn Lue, elle est sublime parce que c'est un crossover. Ce qui lui avait été reproché à Iverson quand il a hier, les officiels de la ligue commencent à s'interroger, est-ce que ce geste-là il est valide parce qu'il n'y a pas apporté de balle, etc. C'est un crossover, c'est sa marque de fabrique. C'est en prolongation, c'est la dernière minute. Tout est réuni pour que ça reste, plus de 20 ans après, l'action qui le définit. Incroyable. Les Sixers avaient donné un coup de massue sur la tête des Lakers en arrachant le match 1 dans leur antre. Cette saison 2001 était assurément magique. Mais la magie, ça ne dure jamais longtemps. Surtout face à Shaquille O'Neal. Clairement, Philadelphie, avec le coach Larry Brown, cherche comment essayer de ralentir Shaq. Comment empêcher O'Neal qui fasse 40 points et 20 rebonds, c'est pas ça, c'est moyenne, on n'est pas loin, à chaque match. Et ils trouvent pas la solution. Ils essayent tout, ils essayent uniquement Mutombo, ils essayent de lui envoyer plusieurs joueurs, ils essayent ensuite de jouer très petit, ce qui se faisait pas beaucoup à l'époque, mais de jouer très petit avec un 5, avec parfois aucun joueur de 2 mètres pour courir quand ils sont menés au score, pour essayer de relancer, etc. Ce qui se passe finalement est assez simple, c'est qu'ils sont face à un adversaire qui est trop fort, malgré toute la volonté qu'ils ont, et en plus c'est une équipe de Philadelphie qui est vraiment affaiblie. Les blessures, au bout d'un moment, ça a trop pesé sur cet effectif-là. 4 matchs à 1, score final. Les Lakers étaient champions logiques, mais tout n'était pas perdu pour Allen Iverson. L'arrière avait prouvé qu'il n'était pas qu'un simple soliste. Les Sixers de Larry Brown, qui avaient pourtant commencé leur année sous les orages, transformèrent cette saison en un conte de fées. Mais dès l'année suivante, la réalité repointa le bout de son nez. C'était pas censé se dérouler comme ça. La logique, c'est ce qui s'est passé après. C'est que quand on a une équipe avec un leader supra-dominant, tourné sur l'attaque, l'offensive,
qui a tous les droits en attaque, qui a tous les droits presque au sein de la franchise, et qui manque de talent autour, et ben ça suffit pas. Aussi talentueux que soit Allen Iverson, il ne pouvait pas gagner un titre à lui tout seul. Il a failli, il a essayé, et c'était magnifique, mais il n'a pas pu aller jusqu'au bout. Critiquer le jeu d'Allen Iverson, d'autres s'en chargent déjà suffisamment. De notre côté, nous préférons mettre en lumière ce petit poussé qui ne gagna certes jamais de titre, mais qui donna des rêves dans les yeux de millions d'enfants à travers le monde. L'équation du sport n'est pas seulement résolue en gagnant des titres. Posez donc la question à des fans de NBA. Quel joueur, de par son physique, de par son charisme, de par son jeu, a marqué votre vie? Aucun doute que vous entendrez souvent la même réponse. The answer, Allen Iverson.